Bonsoir à tous. Je pense que je suis condamnée à me présenter ce soir toute seule, puisque je ne vois qu'il n'y a aucun camarade dans la salle de mon laboratoire. Donc, je suis Françoise Lejeune, je travaille au CRINI, qui est le Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité, et ma spécialité, c'est l'Empire britannique. Enfin, je ne sais pas si c'est une spécialité, mais c'est mon intérêt en tout cas, particulièrement les Amériques dans l'Empire britannique. Donc je vais vous amener aujourd'hui sur ce territoire pour discuter de la manière dont les Britanniques se sont engagés dans la traite des esclaves et comment les Britanniques y ont mis fin au bout d'un certain temps, et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, enfin 6 raisons il y a, cette traite a été terminée en 1807. Au mois de janvier, nous parlerons pendant notre heure de la manière dont les Britanniques ont mis fin cette fois-ci à l'esclavage, à la manière dont le public britannique a été engagé dans cette grande campagne qui a mobilisé les femmes, les hommes bien sûr, mais surtout les femmes, et puis a marqué pas mal, je veux dire, le mouvement nord-américain également, puisque l'approche des Britanniques pour mettre fin à l'esclavage a beaucoup inspiré les Américains par la suite. Donc ce sera pour le mois de janvier, et puis au mois de février, vous écouterez Cécile Révauger, donc ma collègue de Bordeaux, Bordeaux 3, qui est elle spécialiste des Antilles, dans l'Empire britannique, donc vous aurez le point de vue des Antilles à ce moment-là. Donc je vous amène tout de suite dans l'Empire britannique, celui-ci, pour vous expliquer en fait que les Britanniques ont mis un certain temps, ou ont pris un certain retard, on va dire, dans cette course aux empires, donc où vous trouvez bien évidemment d'abord les Portugais, les Espagnols, enfin Espagnols puis Portugais, les Hollandais. Et donc l'Angleterre tarde, comme je vous l'explique ici, à passer de l'exploration, on va dire, à l'exploitation coloniale. Les Britanniques sont plus intéressés, ou les Anglais en tout cas au départ, sont plus intéressés par dérober l'or qui arrive bien évidemment des colonies espagnoles. Donc la piraterie en fait est l'activité principale des courtisans de la reine Elisabeth Ier notamment. Et la reine bénéficie bien sûr de cet amas d'or et d'argent qui arrive directement donc de ces grands pirates que sont des gens comme Francis Drake ou ici Hawkins. Je vous présente le tableau de Hawkins qui est un courtisan de la reine Elisabeth Ier et qui a été un des premiers à tenter en fait un trafic d'esclaves entre l'Afrique et les colonies espagnoles. Malheureusement, comme il n'avait qu'un seul bateau et qu'il n'était pas protégé, eh bien, Hawkins a été rapidement dissuadé de laisser la place aux autres, c'est-à-dire aux Portugais et aux Espagnols. Donc un trafic un petit peu avorté, mais Hawkins va garder trace de cette tentative de transporter des esclaves, puisque ces armoiries en fait porteront le symbole de l'Africain, du visage d'un Africain. Et on retrouve encore aujourd'hui sur son manoir en fait ce blason. 1588 est un moment intéressant dans l'histoire de l'Empire britannique, c'est ce qu'on appelle en anglais Spanish Armada, c'est-à-dire la défaite de la flottille, en fait de l'armada espagnole, qui arrive devant les côtes britanniques et qui, pour une fois, on va voir pour une fois en tout cas la victoire de la marine britannique, qui va les renforcer dans leur conviction que finalement ils sont prêts à conquérir les mers. Et donc, on va dire le territoire des mers, les océans leur sont désormais ouverts. Donc c'est une victoire, on va dire, symbolique. La première colonie, vous la connaissez toutes, c'est la colonie qui se crée en Virginie en 1607, donc sur le territoire des Amériques. Une colonie qui commence vraiment comme une plantation, on va y planter du tabac, on y envoie surtout des marchands, et c'est une colonie, on va dire, de monopole, c'est une colonie commerciale essentiellement, et l'argent qui sera retiré en fait des plantations de tabac revient très rapidement donc à Londres, permettant à l'État de développer un système en fait de collecte de taxes bien évidemment et d'impôts sur ce tabac qui reste un produit de luxe. Donc la première colonie est rentable dans ce sens-là, par contre elle n'est pas rentable pour ce qui concerne l'envoi de colons, puisqu'on y trouve bien sûr les autochtones armés jusqu'aux dents qui vont éviter ou limiter en tout cas l'implantation des Britanniques, ou des Anglais toujours à l'époque. Alors le problème bien sûr se pose de trouver une solution pour peut-être déplacer la colonie de tabac en Virginie, puisque les autochtones sont relativement virulents et empêchent l'expansion de cette colonie. Et donc ils vont trouver les Bermudes par hasard, en fait, un bateau destiné à la Virginie s'échoue aux Bermudes en 1612, et à partir de ce moment-là, eh bien, on va repérer en fait l'intérêt de ces Antilles pour l'Empire britannique. Donc on commence en fait à réfléchir à la question de l'implantation ou de la plantation.
On va retrouver surtout les Britanniques dans les petites Antilles, parce que leur intérêt est de s'installer dans les endroits où les autres ne sont pas, ou de développer comment dire, ils ont développé l'expertise dans la manière de repousser les autochtones, donc ils vont pouvoir s'emparer de colonies où ils n'auront qu'à repousser, on va dire, les quelques autochtones souvent désemparés. Donc ils s'installent à Saint-Christophe, Saint Kitts. Ils partagent en fait le petit territoire de Saint Christopher avec les Français en 1623. On va les retrouver également à la Barbade, puis à Nevis et Antigua en 1636. Et puis la Jamaïque sera cette fois-ci une autre démarche en 1655, puisque ce sera une conquête, cette fois-ci ce sera la toute première conquête britannique réellement, poussée par Oliver Cromwell, puisqu'on est à l'époque du Commonwealth en Angleterre, qui souhaite récupérer donc cette colonie aux Espagnols. Cromwell comprend l'enjeu de dominer en fait les colonies commerciales et d'en récupérer à son profit. Donc cette implantation dans les petites Antilles marque le début des plantations de tabac, je voulais préciser bien évidemment, puisqu'il s'agit de se transplanter de la Virginie vers ces colonies pour continuer l'exploitation du tabac. On va aussi planter de l'indigo, enfin on y trouve de l'indigo et on va développer des plantations d'indigo. Et puis tout doucement le coton va prendre aussi ses marques dans ces colonies. La main-d'œuvre à l'époque est blanche, bien évidemment, ce sont souvent des anciens prisonniers sous contrat, généralement une grande quantité d'Irlandais d'ailleurs, je vous dirais, ce qui veut dire que les Irlandais par plus tard vont écrire des ouvrages sur nous les premiers esclaves. Donc il y a un ouvrage qui est paru il y a 4-5 ans sur les Irlandais, les premiers esclaves de l'Empire britannique. Donc on va trouver une main d'œuvre blanche sous contrat qui vient pour 5-7 ans. Généralement le billet leur est payé, enfin le transport leur est payé, pas le billet, le transport leur est payé, et puis l'installation ensuite de cette population, elle est très hasardeuse puisqu'il n'y a pas forcément de place pour eux dans les colonies, donc ils vont soit retourner en Grande-Bretagne une fois fini leur contrat, soit s'installer en Amérique en fait. Donc on trouve ici une main d'œuvre qui va devenir aussi de futurs fermiers pour les colonies américaines. Les grands propriétaires qui s'installent dans ces colonies sont essentiellement des propriétaires donc, issus de la noblesse anglaise, puisque le territoire leur est donné par charte royale. Donc, on a des territoires relativement grands de propriétaires qui ne sont pas forcément là, mais qui vont envoyer leurs fils ou envoyer leurs contremaîtres en fait, pour gérer ces territoires. Donc je vous ai mentionné Cromwell, mais également lors de la Restauration sous Charles II plus tard, on va se rendre compte, bien évidemment, que toutes ces colonies où se trouvent, dans les Antilles, où se trouvent à la fois les Espagnols, les Français et les Britanniques, sont des enjeux économiques. Et à chaque fois qu'on va avoir des guerres, on aura de très nombreuses guerres entre cette période, donc cette fin du XVIIe siècle et à travers le XVIIIe siècle, à chaque fois l'enjeu sera celui de ce territoire, de ces colonies donc, économiques qui peuvent représenter en tout cas un enjeu très fort. Donc on y reviendra tout à l'heure. En 1640, on compte déjà 52 000 colons quand même dans les Antilles britanniques, alors que les colonies françaises, Martinique et Guadeloupe surtout, ne comptent que 2 000 colons. Donc il est clair que la main-d'œuvre est plus que nécessaire et ces premiers colons sont ces Irlandais sous contrat ou ces prisonniers sous contrat pour travailler donc, sur ces plantations de tabac, indigo et coton. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose parce que je pense que les PowerPoints ne sont pas forcément très clair. En bas, c'est une vue de la Jamaïque et en haut, c'est une manière de représenter en fait la vie du colon, la vie du planteur, bien évidemment, faite de fêtes et de réjouissances. On y reviendra également. L'intérêt pour l'esclavage, je ne veux pas forcément repousser ou passer le bébé ou passer le blâme à quelqu'un d'autre, mais l'intérêt pour l'esclavage et l'utilisation d'Africains pour travailler sur les plantations, leur est suggéré en fait par les Hollandais. Les Hollandais qui viennent de s'emparer en fait de forts portés sur les côtes africaines, notamment Elmina et Luanda, qui sont donc ces forts au large de l'Afrique où les esclaves sont stockés bien évidemment pour le passage des bateaux. Donc les Hollandais en fait se présentent dans les Antilles, eux-mêmes ne sont pas clairement intéressés par la colonisation, ou par l'implantation de plantations, mais sont davantage, ou se rendent compte de l'intérêt économique, bien évidemment, de proposer des esclaves aux planteurs. Ils suggèrent notamment aux planteurs britanniques la manière dont ils pourraient installer des usines à sucre, parce qu'ils appellent des usines à sucre à l'époque, c'est-à-dire des moulins à sucre, si vous voulez, des boilers, c'est-à-dire ces grandes...
marmite à sucre, si vous voulez, leur expliquent comment travailler le sucre également, et leur fournissent bien sûr la main-d'œuvre, la première main-d'œuvre. L'esclavage est justifié très clairement par les écrits de l'époque, donc on est au XVIIe siècle, sur l'esclavage qui est coutumier en Afrique. On l'a souvent vu dans les conférences des Anneaux de la Mémoire. On revient toujours, on porte là aussi, on passe le blâme plutôt sur les Africains eux-mêmes. Donc tout en haut, vous avez une image du début du XVIIIe siècle, donc qui représente un chef de tribu africain porté par d'autres esclaves. Donc c'est de cette manière-là en fait que les colons britanniques, qui au départ résistent un petit peu à cette idée-là, sont convaincus que bien évidemment il n'y a pas de problème à continuer ou à développer l'esclavage. Les Hollandais les financent, leur apportent les crédits nécessaires, leur prêtent de l'argent, donc investissent également dans leurs plantations pour les aider à démarrer. En contrepartie, bien évidemment, ils récupèrent le marché du sucre, et le sucre est également à ce moment-là transporté donc vers les marchés, les ports hollandais, où on peut commencer, où on trouve en tout cas les premiers marchés intéressants. Dans ce développement des colonies britanniques, la Jamaïque, donc en 1955, je vous dis, est récupérée, ou enfin, en tout cas est prise aux Espagnols, et devient très rapidement le cœur en fait de l'Empire britannique, avec la Barbade dans les Antilles. Et Kingston devient le cœur en fait de ces marchés d'esclaves, ce port central où les esclaves sont débarqués, vendus. Et on commence à parler en 1670 de stock d'esclaves et de cheptel, de têtes de cheptel. En 1680, donc vous avez vu que les marchands hollandais arrivent aux Antilles britanniques en 1645. En 1680, on a 38 000 esclaves qui travaillent à la Barbade et 350 propriétés donc existent ou ont été répertoriées à la Barbade. Ce nombre de propriétés va diminuer au fur et à mesure, bien évidemment, que les propriétaires vont s'étendre et chercher à repousser les petits propriétaires qui vont devoir aller vers d'autres îles ou s'installer dans les Amériques. En Europe, ou dans la mère patrie en tout cas, la frustration est très claire du côté des marchands anglais, puisque le sucre qui est produit dans ces Antilles britanniques est vendu via les marchands hollandais, donc il y a un mouvement de protestation à ce moment-là. Et des lobbies qui se créent, qui vont donc parlementer auprès du Parlement, et au sein du Parlement il y a le Board of Trade, donc qui est cette espèce de petit conseil, pas nécessairement d'élus d'ailleurs, hein, mais de conseil du roi, pour lui donner des recommandations sur la manière en fait de gérer ses colonies et son empire, gérer pour le roi mais également pour Cromwell. Cromwell utilisera aussi un Board of Trade lorsqu'il sera donc à la tête de l'Angleterre. J'y reviens tout de suite. Donc on va commencer par cet engagement, cette fois-ci de la nation donc, dans la traite, puisque jusqu'à présent, les Antilles britanniques ont été relativement isolées, les marchands ont fait un tout petit peu ce qu'ils voulaient. Sous Cromwell, en fait, il y a une tentative via le Board of Trade de mettre sur pied un système qui encadre en fait tout ce commerce impérial, dans le but de favoriser le développement de la nation. Cromwell souhaite que les chantiers navals, par exemple, se développent, souhaite que des emplois soient créés en Angleterre, et qu'on évite d'envoyer des colons, qu'on évite de céder en fait aux sirènes des Hollandais et autres marchands, et que tout ce commerce reste dans un territoire, reste en tout cas dans le cadre d'une production très anglaise ou britannique, plutôt anglaise à ce moment-là. Donc, on va voter un système de loi, enfin le Parlement sous Cromwell va commencer à voter un système de loi qui s'appelle en anglais Navigation Act, c'est-à-dire les lois de navigation, qui vise essentiellement à faire transporter tous les biens par des bateaux anglais. Donc, ce qui développe bien évidemment la construction de bateaux, la création d'entreprises de transport sous la responsabilité de marchands, qui fait travailler également le port de Londres pour commencer, puis ensuite les ports de Bristol et Liverpool, on y reviendra également plus tard. Mais on est donc dans un développement de ce qu'on appelle le mercantilisme, et un système donc qui fera école par ailleurs, puisque les Britanniques le construisent de façon extrêmement serrée, ce qui veut dire que chaque bateau sera en fait sous la supervision également de la marine anglaise. Donc les commerçants qui vont envoyer leur bateau pour transporter le sucre, pour commencer, le sucre sera donc vendu en entrant uniquement par le port de Londres pour commencer, sera stocké dans des entrepôts de marchands londoniens.
Donc il y a une mainmise en fait sur le produit ou sur les produits qui viennent des colonies, puisqu'il y a le sucre à ce moment-là, mais il y en aura d'autres qui viendront d'autres colonies plus tard. Ce sera pareil pour l'Inde ou pour les colonies américaines. Donc ce système va être maintenu très tardivement jusqu'au milieu du XIXe siècle en fait, donc ce monopole qui est donné aux marchands. Un monopole qui pourtant est remise en cause par la création d'une compagnie royale, cette fois-ci la Royal African Company, une colonie qui est mise sur pied lors de la Restauration, qui va chercher surtout à profiter de la manne de l'esclavage. Donc c'est à partir de 1772 qu'on voit les marchands britanniques, cette fois-ci travaillant pour la Royal African Company, donc une compagnie dans laquelle le roi investit personnellement, donc en retire des bénéfices bien évidemment, avec une tentative de s'installer de reprendre en tout cas aux Hollandais des bases ou des forts pour développer la traite. Donc on va retrouver des forts hollandais qui sont reconquis et également de nouveaux forts donc le long de la côte du Bénin, de la Guinée et de la Gambie. Donc voilà où vont se trouver les Britanniques. Le monopole tombe en 1698 puisque le lobby des marchands britanniques, ou marchands anglais, je devrais dire toujours, tant qu'on n'est pas dans l'union avec l'Écosse, on parle toujours d'Angleterre. Donc les marchands anglais, en fait, font un lobbying auprès du Board of Trade pour dénoncer ce monopole et le fait que seul un tout petit nombre de marchands a accès, en fait, à la traite avec l'Afrique et vers ensuite la destination des colonies britanniques et des colonies américaines. L'État accepte d'ouvrir donc la traite des esclaves à tous les marchands en 1698 à la condition de bénéficier de 10% de toutes les activités qui sont développées par ces marchands. Donc vous voyez bien que c'est une manne intéressante et un contrat très juteux pour l'État anglais, donc qui va maintenir cette obligation tout au long du XVIIIe siècle. C'est grâce aussi à cette ouverture sur l'Afrique, à cette possibilité également d'être toujours sous le contrôle de la English Navy, de la marine anglaise, puisque le contrat est, on ouvre la traite certes à tous les marchands, mais on vous protège. Donc il va y avoir en fait, dans le cadre de ce commerce triangulaire qui va se mettre en place, et j'en parle dans la slide suivante, un engagement de l'État également aux côtés des marchands. Donc on les protège, on protège en tout cas leur circuit, le long des côtes africaines et également le long des côtes des colonies dans les Antilles et dans les Amériques. Donc ce commerce en fait est vendu ou présenté aux Écossais au moment où va se faire l'acte d'union entre l'Écosse et l'Angleterre. Ce sont surtout les marchands qui discutent cet acte d'union, les Écossais aujourd'hui s'en plaignent d'ailleurs. On va dire qu'ils se sont vendus aux Britanniques ou aux Anglais pour pouvoir avoir accès à ce marché, donc à ce marché impérial. Donc voilà, l'union se fait en 1707, donc vous avez en plus des marchands anglais, vous avez maintenant les marchands écossais qui au départ de Glasgow vont développer donc une traite des esclaves. Donc vous comprenez bien évidemment que le XVIIIe siècle va être dominé par cette traite britannique. Donc l'accroissement du trafic d'esclaves bien évidemment est radical au cours du XVIIIe siècle. On compte à peu près 8000 esclaves transportés par an dans les Antilles britanniques. Je ne compte que les Antilles ici, je n'ai pas parlé des colonies américaines, mais voilà un petit peu le trafic par an donc, à travers le XVIIIe siècle. L'intérêt, bien évidemment, se place directement dans les ports donc, qui vont chercher à rentrer en compétition avec Londres. Donc Londres perd de sa splendeur au milieu du XVIIIe siècle et est remplacé rapidement par Bristol et Liverpool qui mettent en place un système financier qui va soutenir la traite beaucoup plus rapidement que ne le fait Londres, qui reste un petit peu sur un trafic on va dire, de compagnies impériales avec les Indes. Enfin, c'est le grand port, mais qui trafique avec tout l'Empire, alors que Bristol et Liverpool vont se spécialiser vraiment sur le commerce avec les Antilles britanniques et feront partie donc de ce commerce triangulaire dont je vais parler tout de suite. Donc autour de Liverpool, c'est la vue d'en bas, c'est une vue des docks de Liverpool, avec en haut la compagnie Lloyd qui se développe à Londres, puis à Liverpool et à Bristol, compagnie d'assurance. Donc vous voyez qu'il y a tout un système qui se développe autour en fait de ce commerce,
donc sociétés d'assurance, sociétés d'usure, puisque les marchands vont développer un système de crédit, ou vont permettre en tout cas aux propriétaires dans les Antilles d'emprunter l'argent, de pouvoir acheter à crédit les esclaves, et ensuite les marchands se repayent grâce au sucre qu'ils vont retransporter vers la Grande-Bretagne. Il y a bien évidemment un intérêt de l'État, puisque l'État continue à collecter ces taxes à l'importation, en plus de ce droit d'entrée qui est ce 10%, donc chaque marchand ou chaque compagnie de marchands dépose à l'État. Il y a en plus donc ces taxes sur ces produits d'importation, que sont le sucre, donc 20 000 tonnes de sucre par an à peu près à partir de 1750. Vous voyez la quantité l'importation massive en tout cas va apporter une manne très intéressante à l'Empire britannique et particulièrement donc au Parlement. Alors que dire de ce commerce triangulaire? Il marche de la même manière que le commerce triangulaire que l'on connaît pour Nantes. Un départ donc de bateaux britanniques, cette fois-ci remplis au départ de Liverpool et de Bristol de métaux, d'étoffes et de coquillages. Je vais vous montrer quelques vues tout à l'heure. Des métaux, pourquoi? Parce que les bracelets que portent les rois africains ou les femmes africaines, les bracelets en fer sont très courus et fabriqués bien évidemment dans la région de Liverpool ou dans le nord du pays de Galles, autour de Bristol. Des étoffes, pourquoi? Parce que la région de Liverpool, c'est aussi, à la fin du XVIIIe siècle, la région où l'on produit bien sûr l'étoffe à base de laine, hein, c'est les produits issus de l'industrie textile, d'abord la laine, puis ce sera ensuite le coton. Et puis les coquillages qui sont en fait des monnaies d'échange utilisées pour monnayer les esclaves avec les Africains, donc qui les vendent ou qui les amènent aux côtes, des coquillages qui viennent directement d'Inde en fait. Donc on a un trafic à terre croisée, on va dire, entre la East India Company, donc la compagnie des Indes, qui ramènent donc d'Inde des coquillages qui eux-mêmes vont repartir en Afrique pour être échangés pour des esclaves. Donc les bateaux partent, le trafic d'esclaves se fait le long des côtes, c'est tout à fait classique, et puis ils repartent donc vers les colonies britanniques, les Antilles, où ils vont revenir avec du rhum, de la mélasse et du sucre. Alors à Liverpool et Bristol, tous les citoyens sont impliqués, tous les membres du Parlement qui existent. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a une dizaine, on va dire, dans cette grande région, sur cette côte, on va dire, entre ces deux ports. Mais les membres du Parlement, les citoyens, les maires, sont tous impliqués de près ou de loin comme actionnaires dans la plupart de ces sociétés de marchands qui partent donc régulièrement, qui envoient leurs bateaux régulièrement vers l'Afrique, puis les Antilles. Pour 1890, on a pu juger qu'à peu près 150 000 livres étaient dégagés par an, globalement dans ce commerce, ce qui est une somme énorme relativement pour le produit, en tout cas, ça dépasse largement le produit du coton. Par exemple, quand le coton va commencer à être vendu, on n'arrive jamais à ces sommes-là. Donc c'est une somme relativement remarquable à cette époque-là. Les colonies britanniques, elles continuent de s'étendre. À la fin de la guerre de 7 ans, 1863, la Grande-Bretagne récupère donc la Dominique, Grenade, Saint-Vincent et Tobago. Donc on a à chaque fois que les guerres s'installent, que les Britanniques sont victorieux, eh bien ils cherchent à acquérir de nouveaux territoires, et donc c'est le cas dans les Antilles britanniques. Donc le commerce est florissant et le trafic d'esclaves également. Donc les premiers bénéfices de cette traite sont directement investis dans les îles britanniques et particulièrement vont permettre le début donc, de la révolution industrielle dans les îles britanniques et particulièrement donc, dans cette zone du nord-ouest dont je vous ai déjà parlé et des Midlands. Donc on a pu noter qu'au cours du XVIIIe siècle, eh bien, les activités liées à la traite sont multipliées par 5, ce qui veut dire donc que les 150 000 livres dont je vous parlais sont sont réinvestis 10% environ, on a pu calculer 10% de la somme dégagée par an des profits du sucre, notamment de la vente de sucre et du trafic, est réinvesti donc soit dans le secteur industriel, soit dans les inventions, soit dans le développement de routes ou de canaux par exemple. On peut voir aussi un bénéfice direct dans les industries de métaux ou des industries de coton, puisque c'est le développement des manufactures, des premières manufactures dans le nord-ouest, dans les Midlands, et on retrouve souvent des marchands qui sont des investisseurs, qui placent de l'argent et qui lancent donc ces manufactures
dans ces zones-là, donc autour de Liverpool, Leeds, Birmingham. Il n'y a pas juste les ports qui en profitent, bien évidemment. Les marchands sont également un moteur pour le développement, dont je vous parlais des manufactures, des infrastructures également, et puis plus tard, dans les 1830, des chemins de fer. Les taxes dégagées par l'État britannique sont réinvesties bien évidemment dans l'armée, puisque la Grande-Bretagne sera impliquée dans 4 grands conflits dans le cours du XVIIIe siècle, ce qui va lui permettre de conquérir de nouveaux territoires. Donc on va les voir, je vous ai mentionné déjà l'extension, on va dire, des Antilles, hein, ou des colonies dans les Antilles, mais on va les retrouver aussi en Afrique du Sud, on va les retrouver sur Cuba, sur la Martinique et la Guadeloupe, ponctuellement certes, mais néanmoins, ce qui est clair, c'est que leur visée, bien évidemment, est de s'implanter et de proposer le trafic d'esclaves partout où ils vont être, même provisoirement. Il y a également un impact sur la Compagnie des Indes orientales, donc qui est l'autre compagnie rivale, enfin la compagnie rivale, on va dire, parce qu'elle travaille bien évidemment avec l'Inde, mais qu'il y a un monopole, et là aussi les profits sont juteux pour la couronne britannique. Mais la dynamique est intéressante puisque le sucre maintenant est importé donc, en Grande-Bretagne, et bien le thé va bénéficier de cette nouvelle manne sucrière, on va dire, on peut enfin boire du thé, ça n'a pas un goût amer, donc forcément ça va développer l'importation de thé en Grande-Bretagne. On va retrouver des marchands, bien évidemment, à des situations importantes, puisque en Grande-Bretagne, pour être élu membre du Parlement, il faut absolument être un grand propriétaire terrien. Eh bien, l'argent dégagé par le trafic d'esclaves, bien évidemment, va être également investi dans l'achat de grandes propriétés ou de propriétés qui leur permettront de payer des taxes suffisantes, qui leur donneront accès ensuite à un siège au Parlement. Donc on va retrouver des marchands au Parlement à la fin du XVIIIe siècle qui seront, bien évidemment, capable de faire un lobbying au moment nécessaire pour limiter l'introduction ou limiter les motions en tout cas qui amèneront la discussion sur la fin de la traite. Donc je vous montre un exemple ici comment est-ce qu'on dit ça en français, une propriété développée ou rénovée en tout cas à la fin du XVIIIe siècle près de Bristol par un marchand, donc un des grands marchands de Bristol. Alors il existe quand même certains réveils des consciences en parallèle de tout ce que je vous ai expliqué. Et des premiers débats, en fait, se mettent en place contre la traite dans les milieux évangéliques. Et le réseau des Quakers va être le réseau déclencheur, en fait, de ce réveil des consciences, d'abord aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne. Donc en haut, vous avez un tableau tout à fait classique d'un Quaker, donc tel qu'on se les représente. Les Quakers sont installés aux États-Unis, ou sont installés dans les colonies américaines, en fait, relativement tard, au XVIIe siècle. Ils ont fui la Grande-Bretagne, ils ont fui l'Angleterre pour des raisons tout simplement de conflit de religion. Et ils vont trouver en Amérique une manière, disent-ils, de vivre, en tout cas dans une société harmonieuse. Malgré tout, ils pratiquent la traite eux-mêmes. Ils sont de grands marchands et donc pendant un certain temps, en fait, leur pratique religieuse sera ou oubliera en tout cas leur conscience, ou laissera de côté leur conscience. Donc ce réveil des consciences commence en 1722 avec quelques débats internes, souvent au sein donc, de la Société des Amis, Society of Friends, qui est le nom qu'on donne, ou que se donnent en tout cas les Quakers. Donc des débats qui ne sortent pas toujours de leur réunion annuelle. Ils ont ce qu'ils appellent un yearly meeting, qui est le débat annuel des leaders en fait, de l'église Quaker. Le débat restera, on va dire, dans ce réseau et sortira en Grande-Bretagne également chez les Quakers. Donc tout ça reste assez secret, mais on sait qu'il y a des débats internes, ou des débats internes plutôt dans ces années-là, 1722-1727. Puis publiquement, il y a un désengagement des Quakers américains de cette traite en 1758, qui vont également influencer bien évidemment les Britanniques, qui eux-mêmes vont bannir de leur sein, de la communauté Quaker, les marchands qui continueront à faire du trafic, ou les marchands qui de près ou de loin bénéficieront bien évidemment du commerce, soit des esclaves, mais en parallèle du commerce lié au sucre, puisque le sucre est produit par les esclaves. Alors on peut remarquer que l'influence cette fois-ci des Quakers sur les Britanniques vient en partie de quelques publications de pamphlets. Ça s'appelle des pamphlets, mais ce sont surtout des sermons
publié par un certain Anthony Benezet. Donc vous voyez le tableau juste en dessous. Anthony Benezet, qui est un Français installé chez ces Quakers américains et qui souhaite, lui, mettre en pratique sa propre éducation religieuse ou sa propre conscience, si vous voulez, en essayant d'éduquer les enfants noirs qui vivent à Philadelphie. Donc c'est un petit peu un outsider à ce moment-là, mais malgré tout, il va publier donc 2 sermons relativement intéressants qui vont être publiés en Grande-Bretagne. Donc les 2 sermons portent sur une sorte d'avertissement qu'il envoie aussi bien à sa propre communauté aux États-Unis qu'à la communauté, on va dire, internationale des Quakers, et plus particulièrement vers la Grande-Bretagne, surtout le second sermon publié donc, en 1876, c'est-à-dire l'année de la déclaration d'indépendance également, qui s'intitule « A Caution and Warning to Great Britain ». Donc on envoie un signal, on envoie un message, et on rappelle aux Britanniques, et particulièrement aux Quakers britanniques, que eh bien, c'est un péché, bien évidemment, que de pratiquer la traite. Donc autour de ces sermons, autour de ces pamphlets, Benezet n'arrivera jamais en Grande-Bretagne, il ne sortira jamais donc, des colonies américaines, mais ces traités, donc, sous ces écrits, seront publiés par des imprimeurs Quakers à Londres. Il va réussir donc à mobiliser sa communauté, mais aussi à éveiller d'autres consciences, comme nous allons le voir. Alors le réveil des consciences, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que on va développer donc des discours moraux, des discours moraux, des discours à teneur évangélique, c'est-à-dire que l'idée est de faire passer à d'autres croyants que l'esclavage est un péché, que le trafic de la chair, le trafic de l'esclave, on va dire, est en fait représente le mal. Les premiers à recevoir ce discours donc, sont les Quakers, j'en ai parlé, mais également toutes les églises non conformistes, les églises protestantes en Grande-Bretagne, et particulièrement les méthodistes. On va avoir quelqu'un comme John Wesley, qui est celui qui crée en fait l'église méthodiste, et qui lui-même va publier un sermon où il va raconter son expérience directe avec l'esclavage. Il a également vécu quelque temps dans la colonie de Georgia, ou de Géorgie, si vous voulez, en Amérique, et il a pu constater de visu donc l'utilisation des esclaves sur les plantations de riz, cette fois-ci. Donc il en a été outré, et il essaie d'expliquer, bien évidemment, qu'à travers ses écrits, qu'il a eu une sorte de réveil, et que Dieu lui a parlé à un moment donné, et que cette conversion va l'amener maintenant à parler aux autres croyants, aux autres protestants, et leur rappeler en effet qu'ils pratiquent le péché en continuant à utiliser des esclaves pour là où ils pourraient eux-mêmes travailler. Donc il va dénoncer l'avarice aussi des marchands, le fait que l'homme noir est décrit comme une bête de cheptel, enfin tout le discours qui va se construire autour du réveil des consciences. Alors on a bien évidemment la traduction de textes français également qui circulent à Londres particulièrement. Quelques philosophes français, pas tous, ont traduit Montesquieu, ont traduit l'abbé Raynal. Les Britanniques comprennent cet appel à la raison, cet appel à la morale, mais il est compris surtout par ces mêmes religieux qui eux-mêmes viennent de se réveiller, on va dire. Donc il n'y a pas forcément une diffusion extrêmement large des textes des philosophes français. Mais les Britanniques ont leurs propres philosophes. Ils ont des philosophes écossais, et je mentionne ici Hutchinson et son élève, Adam Smith. Adam Smith n'est pas enfin, c'est l'économiste qu'on connaît, mais c'est aussi quelqu'un qui a été donc l'élève de cette philosophie qu'on appelle l'éthique de la bienveillance ou de l'éthique de la bonté, qui est une école qui se développe au début du XVIIIe siècle à l'université de Glasgow, où on va expliquer que l'homme est doué de raison. Bien évidemment, c'est ce que les Lumières nous expliquent, mais l'homme est doué de raison. Pour les Écossais, cela veut dire également qu'il est capable de se mettre à la place de l'autre, de sentir les souffrances de l'autre, et de se projeter en fait, et de développer ce sentiment, ou cette douleur. Et donc c'est ce qu'ils appellent cette éthique de la bienveillance ou de la bonté. Donc forcément, c'est le protestant, c'est le chrétien qui va être capable de le faire, puisque lui-même est doué de raison, et aussi d'une conscience religieuse. Dans ce discours donc, qui domine ce discours évangélique, le cœur du débat n'est pas l'homme, n'est pas l'Africain, n'est pas l'esclave, c'est surtout le but de ce discours est de sauver la nation, sauver les Britanniques de ce péché qui pèse sur leurs épaules et qui va forcément
les amener à vivre je ne sais quoi, à être montrés du doigt par Dieu, et donc il y aura des catastrophes qui vont s'annoncer. Donc le cœur du débat est très très ciblé, on y reviendra. On va trouver, donc vous avez tout en haut sur l'image, c'est pas très lisible, mais c'est en fait la première pétition que les Quakers vont envoyer au Parlement, je vais vous en parler dans quelques minutes. Et juste en dessous, vous avez Thomas Clarkson qui est un inconnu, on va dire, qui n'est pas toujours cité d'ailleurs dans les histoires, dans les histoires britanniques mettant en valeur ceux qui ont mis fin à la traite. C'est toujours Wilberforce qui domine le débat. Thomas Clarkson, c'est quelqu'un qui, en fait, lui aussi, voit sa conscience réveillée. Il étudie à Cambridge et souhaite devenir prêtre dans l'église anglicane. Et puis, en dernière année, on leur propose d'écrire un mémoire sur l'esclavage, justement, et sur la traite, sur les relations entre maître et esclave. Et donc, il tombe sur le pamphlet ou le discours de Bénézet. Et là, c'est le réveil il découvre, en tout cas, il commence à lire sur le trafic d'esclaves, sur la violence, en fait, de l'exploitation des esclaves également dans les Antilles. Et il publie donc cet essai central en 85, un essai on the slavery and commerce of the human species. Donc on est vraiment là dans une description, on va dire, assez crue. Il collecte déjà à travers des différents témoignages. Il met en avant donc les douleurs de l'Africain durant le transport entre l'Afrique et les Antilles. Donc c'est un des seuls pour l'instant, on va dire, qui va se concentrer sur human species, c'est-à-dire sur l'être humain. Donc le discours va maintenant se concentrer sur ce qu'on appelle le Middle Passage, c'est-à-dire cette route, ce passage entre l'Afrique et les Antilles, donc le Middle Passage, où on apprend, parce que Clarkson va commencer à collecter des informations, et il explique dans ce premier essai de 85 que 13% en fait des esclaves transportés décèdent en route, alors décèdent de mort naturelle ou se jettent à l'eau. Et donc il y a un discours qui s'installe chez ces évangéliques d'un refus aussi du discours mercantile, que cette espèce de désir absolument d'accumulation de richesses, cette volonté de voir la Grande-Bretagne comme, on va dire, centrale à l'Empire britannique, aux empires, le premier empire, cette course en fait à l'accumulation de richesses déplaît profondément bien sûr à ces évangéliques. On va retrouver Adam Smith et ses écrits en 1776 qui va dénoncer bien sûr le discours mercantile puisque lui va favoriser plutôt la mise en place de ce libre-échange, mais Smith écrit également sur l'esclavage. Et il suggère, dans un très court paragraphe, dans ce long traité donc sur le libre-échange, que finalement, cela coûterait sans doute beaucoup moins cher d'utiliser une main-d'œuvre libre plutôt que de maintenir l'esclavage, qui coûte cher au propriétaire, puisque le propriétaire doit d'abord faire venir l'esclave, doit le contrôler, donc il faut payer des gens pour le contrôler, doit le nourrir, doit lui proposer un logement ou construire des baraques pour l'accueillir. Tout ça coûte cher, et bien évidemment, ceux qui portent le prix ou le poids de ce coût de l'esclavage, c'est forcément le client qui, à Londres, à Bristol, va devoir acheter le sucre beaucoup plus cher. Donc Smith suggère, très naïvement, peut-être devons-nous arrêter l'esclavage et proposer au contraire d'employer les Africains pour un salaire, et dans ce cas-là, ça coûterait sans doute moins cher aux clients. Donc ce type de discours circule également. Et puis on a le cas du Zong Case. Alors le Zong Case, vous avez tout en haut donc, sur une reproduction du bateau qui s'appelait le Zong, qui a été ressorti ou recréé lors des célébrations de la fin de l'esclavage en 2007, pardon, de la fin de la traite. Qu'est-ce que c'est que ce Zong Case? Alors le Zong Case, c'est en fait le cas du bateau Zong. Le Zong était un bateau donc, qui trafiquait bien évidemment entre les Antilles, l'Afrique et Liverpool. Et on apprend à un retour de voyage en 1781 que le capitaine en fait demande ou réclame que les assurances lui payent le décès, enfin le remboursent pour le décès d'un certain nombre d'esclaves à bord. Et il explique en fait que, eh bien, il a dû s'en débarrasser parce qu'ils arrivaient à un point où il n'y avait plus d'eau à bord, lui-même s'était trompé de route pour aller jusqu'aux Antilles, ils avaient dû faire un grand détour et donc eh bien, il y avait eu un début de rébellion à bord. Donc
en écoutant bien évidemment les marins, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de rébellion du tout à bord et que le capitaine a décidé de se débarrasser de 158 esclaves qu'il a balancés par-dessus bord. Donc les assureurs portent ce cas devant le tribunal en expliquant qu'ils ne payeront pas et le juge va expliquer qu'en effet il n'y a aucune raison de rembourser le marchand ou le trafiquant pour cette perte sèche, c'est le cas de le dire, mais que finalement il n'y a pas mort d'homme, ce ne sont que des morceaux de bois. Voilà. Ça, ces Africains ne valent que pour une pièce de bois, explique le juge. Bien évidemment, c'est choquant pour ces évangéliques, pour ceux qui sont déjà en campagne ou qui commencent à mobiliser ou à se mobiliser, notamment les Quakers, sont absolument outrés par ce discours. On a d'autres témoignages qui circulent. On a celui de John Newton. John Newton, un ancien capitaine aussi, trafiquant d'esclaves, qui, au milieu de l'océan un jour, avec son cargo, ou son chargement en tout cas d'Africains, est touché par la foudre, s'apprête à couler, et puis finalement est sauvé, et ce jour-là, il se dit Dieu a montré la route, j'arrête désormais l'esclavage, je n'en ferai plus. Et donc il va commencer à écrire des pamphlets également pour raconter l'horreur de ce qu'il a vécu lui en tant que capitaine de bateau négrier, et pourquoi il ne le fera plus. Et il devient révérend dans l'église anglicane, c'est lui qui va écrire cette hymne qui s'appelle Amazing Grace, que je ne vais pas chanter, mais que vous connaissez sans doute, Amazing Grace, qui est un des chants d'église protestants les plus célèbres en tout cas. Donc par le biais de ce type d'homme qui va rendre public, va faire des tournées, on va dire, pratiquement dans les églises, pour raconter son propre cas, sa propre conversion et sa décision d'arrêter la traite. On va aussi y retrouver des anciens esclaves, ou soi-disant anciens esclaves, certains les connaissent sans doute déjà, parce que ces noms sont souvent cités. Il y a Oloda Equiano, Ignatius Sancho, qui vont également publier des écrits. Donc tout en bas, vous avez la gravure qui représente Oloda Equiano en couverture de l'ouvrage, ses mémoires, son récit de vie, si vous voulez, qui sont publiés dans ces années 1780 et 1790. Donc ces récits d'anciens esclaves sont assez, on va dire, touchants dans le sens où Equiano raconte, alors il s'est avéré plus tard qu'il n'avait sans doute pas vécu tout ça et qu'il l'avait appris par d'autres et qu'il racontait donc, il inventait, on va dire, un début de vie, donc il raconte la manière dont il a été fait lui-même prisonnier au fin fond de l'Afrique, puis transporté de village en village jusqu'à la côte par d'autres Africains, quelque part justifiant le fait qu'il y avait de l'esclavage en Afrique, dans sa grande naïveté. Il arrive finalement à la côte, puis il part dans les Antilles, puis ensuite en Amérique, et il va revenir à Londres. Donc il raconte un petit peu ce récit de vie, ses conditions de transport aussi sur ce Middle Passage dont je vous parlais. Ignatius Sancho est un autre cas assez intéressant. C'est un individu qui a un début de vie un petit peu flou également. On ne sait pas trop comment il arrive à Londres, mais il s'installe à Londres et il tient en fait le corner shop, donc la boutique de quartier où il va vendre du sucre. Il va vendre du tabac, il va vendre des cigares, et donc ses clients seront des clients de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, qui pourront se permettre de venir acheter chez lui qui du sucre, qui de la molasse, qui du tabac. Et il va, en fait, dans ses lettres, sa correspondance qui est publiée après sa mort, va mettre en avant l'idée que lui est complètement intégré, en fait, et qu'il ne souhaite pas, en fait, revenir sur le trafic d'esclaves. Il n'a pas envie de prendre fait et cause pour les autres Africains donc, qui souffrent dans les Antilles. Pour lui, sa vie est à Londres et donc son commerce est central. Voilà. Donc ça montre des exemples, on va dire, d'Africains bien intégrés à la société. Quand vous voyez la photo, le tableau que se fait faire Oloda Equiano et place en couverture de son récit, on comprend bien donc son souhait de montrer qu'il est devenu un sauvage civilisé. Hein. Quelques chiffres qui commencent à apparaître en 1787. On commence à mettre bout à bout les différents ouvrages ou livres de bord. 3 millions d'esclaves déjà transportés. Et 95% de ces esclaves ont été transportés sur des bateaux britanniques. Donc une première initiative Quaker est celle d'envoyer une pétition au Parlement, qui est un choix risqué puisque les Quakers n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit d'être représentés, ils ne sont pas anglicans, donc ils prennent le risque d'envoyer une première pétition très courte
mais il rappelle donc le trafic qui se fait, le fait que cela est tout à fait immoral. Ils promeuvent également la création d'une société, donc une société qui va devenir centrale par la suite dans la démarche pour arrêter la traite, qui s'appelle Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, qui est créée en 1787 grâce à l'initiative de 5 ou 6 Quakers en fait, qui se rassemblent et qui vont inviter des anglicans à participer à cette société. Alors on va retrouver par exemple quelqu'un comme Granville Sharp, qui est cet avocat qui prend souvent la défense des Africains qui arrivent à Londres et qui réclament leur liberté, parce qu'il faut la demander pour l'obtenir. On va y retrouver Thomas Clarkson, et on y retrouvera plus tard William Wilberforce, qu'ils vont aller chercher parce que c'est un tribun, parce que c'est un membre du Parlement, et qu'il est essentiel pour eux d'avoir un porte-parole donc au Parlement. On va rallier également quelques convertis donc, de l'église anglicane. Quand je dis convertis, c'est convertis à la cause, bien évidemment. Et ces gens-là vont aussi former ce qu'on appelle la Clapham Sect, qui est donc un groupe qui se base à Clapham, un groupe d'anglicans qui ont commencé déjà à écrire des poèmes, ont commencé à écrire déjà des sermons sur la question. Donc tout ce petit monde en fait va graviter autour de la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade. Donc on va chercher Wilberforce, vous avez 2 images de Wilberforce en bas. Et on va donc utiliser aussi le matériel, donc le réseau des Quakers, le réseau des imprimeurs, le réseau des industriels. On va avoir quelqu'un comme Wedgwood par exemple, dont je vais vous parler tout de suite, qui va se rallier également à la cause. Et on démarre la propagande contre la traite. Le but est toujours d'éveiller les consciences. Donc on a un collectif de Quakers et d'anglicans qui se lance dans cette démarche. La démarche, bien évidemment, ne peut que passer par le politique à cette époque, que par le Parlement. Donc comment vont-ils s'y prendre? Alors, tout d'abord, on découvre, mais on l'a découvert bien après, que le Premier ministre de l'époque, William Pitt, souhaite mettre un terme à la traite parce que sa propre conscience lui l'indique ou lui le dit. Sauf que il est déjà très contesté et qu'il ne peut pas, bien évidemment, de lui-même déposer une motion, même s'il va le faire de façon un petit peu par la bande, on va dire, mais malgré tout, il souhaitait donc mettre un terme à l'esclavage, à la traite, je vais y arriver. La première démarche est de déposer les preuves de la cruauté de la traite et de ce Middle Passage devant ce qu'on appelle le Privy Council, c'est-à-dire ce premier comité au sein du Parlement qui examinera si oui ou non vraiment il y a intérêt à déposer une motion, à réfléchir, à peut-être discuter d'une loi un jour ou l'autre. Donc trouver les preuves. Ce sera le rôle de Thomas Clarkson. Je vais vous expliquer comment il s'y prend dans un petit moment. Il faut aussi démontrer, et je trouve ça assez hypocrite, mais c'est la manière de le faire, il faut aussi démontrer que les marins britanniques souffrent terriblement dans ce Middle Passage. Qu'ils sont exposés à d'abord une vie à bord avec des Africains qui n'est pas possible, puisque la promiscuité est terrible, qu'ensuite ils voient également ces marins, la manière dont les esclaves sont vendus sur les marchés, comment ils sont traités également, et donc parfois ils en reviennent complètement choqués, et certains même n'en reviennent jamais, paraît-il. Donc on a des chiffres qui prouvent que des marins partis de Liverpool et de Bristol ne reviennent pas. Se sont-ils suicidés? Ont-ils disparu? On ne sait pas. On sait maintenant que la plupart restaient dans les Amériques. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça permet de convaincre certains membres du Parlement que, vous voyez, les braves Britanniques souffrent également de ce trafic. Alors, il y a une première démarche sur la suggestion de William Pitt, dont je vous disais par la bande, de peut-être limiter le nombre d'Africains qui seraient embarqués donc, lors du passage des négriers en Afrique. Et donc, on vote une loi qui s'appelle la Dolben Act, qui vise à limiter en fait le nombre d'esclaves à bord des bateaux. Sauf qu'il n'y aura jamais d'inspecteur sur place pour vous dire si oui ou non. Il est bien clair que 600 esclaves sont embarqués et non pas 680 ou 780. Donc vous avez ici en coupe le bateau qu'on appelle le Brooks, qui sera utilisé par Thomas Clarkson et qui, vous l'avez peut-être déjà vu cette image-là, vous montre en bas en fait le nombre de corps alignés pour monter jusqu'à 680 ou 600 une fois que la Dolben Act sera votée. Alors étrangement, cette Dolben Act, même si elle part d'un sentiment, on va dire, plus humaniste que la plupart des sentiments que pourront avoir les membres du Parlement à l'égard des Africains, néanmoins, il
des esclaves. Néanmoins, elle va ralentir le débat sur l'abolition de la traite, puisque beaucoup de membres du Parlement auront l'impression que ça y est, le travail est fait, il n'y a plus de problème, nous avons amélioré, on va dire, les conditions de transport des esclaves, donc notre conscience, quelque part, est claire. Alors, comment s'y prend Clarkson, en fait, pour collecter ces témoignages et pour aussi convaincre les Britanniques que la traite est un péché et qu'ils sont en train de souffrir collectivement, que la nation est en train de s'effondrer collectivement parce que la traite est pratiquée. Alors Clarkson va d'abord aller à Bristol et Liverpool, recueillir des témoignages. Il aura beaucoup de mal à recueillir des témoignages de marins qui reviennent, ceux qui reviennent, de certains chirurgiens qui ont travaillé à bord des bateaux, qui vont lui dire oui, on vous raconte ce qui s'y passe, mais qui refuseront de venir témoigner parce que certains sont installés à Liverpool ou Bristol comme médecins et vont perdre une clientèle directement, donc vous refuseront finalement d'écrire leur témoignage ou d'aller jusqu'à Londres pour témoigner. Et puis il va se faire bousculer à plusieurs reprises à Liverpool et Bristol parce qu'on va savoir qu'il est en train de collecter des informations. En face de lui, le lobby des marchands fait la même chose. Et donc il va sentir sa vie menacée à plusieurs reprises, nous explique-t-il dans son récit sur l'histoire en fait de la fin de la traite. Alors Clarkson visite également des associations dans les provinces, des associations qui sont créées, enfin je ne sais pas si elles sont vraiment créées, c'est plutôt des regroupements de congrégations. Il ira dans un temple unitarien, il va aller aussi dans un meeting Quaker par exemple, où il est invité à présenter les arguments, en fait, ses arguments, les arguments qu'il a également collectés en lisant Bénézet et les autres. Donc le réseau des églises non conformistes, les méthodistes, les baptistes, vont l'accueillir pour qu'il présente, donc pour convertir ou pour réveiller les consciences si elles ne sont pas déjà réveillées. Il est très malin parce qu'il utilise beaucoup d'illustrations. Donc tout en haut, vous avez ce qu'on appelle son African box. Enfin, c'est lui qui l'appelle African box, sa malle en fait, sa malle africaine, dans lesquelles vont se trouver à la fois des outils de torture, c'est pas ce que l'on voit à l'image. À l'image, on voit des produits africains. Et il explique que plutôt que de faire de la traite d'esclaves, pourquoi ne pas développer un commerce tout simplement avec l'Afrique, où nous pourrions échanger librement dans le free trade des biens africains avec nos biens. C'est-à-dire qu'on ferait une partie du commerce triangulaire, mais on s'arrêterait dans le bilatéral. Inutile d'acheter des esclaves. Et donc dans la couche inférieure de cette African box qu'il portait à flanc de cheval, bien évidemment, il a traversé plusieurs fois l'Angleterre, il est monté jusqu'en Écosse. Eh bien, il y a donc toutes ces menottes ou ces fers que l'on met au poignet et aux pieds des Africains. Donc, il porte tout ça dans son African box. Il va également diffuser ce bateau en coupe de Brooks, que je vous ai montré juste avant, pour visualiser ou pour montrer visuellement donc, à ceux qui l'écoutent combien donc l'entassement de ces esclaves et la douleur du voyage, de ce Middle Passage, est vécu par ces hommes et ces femmes. Et puis on a la médaille faite par Wedgwood, ce médaillon qui va aussi devenir très populaire, donc c'est l'image juste en dessous. Am I not a man and a brother too? Ne suis-je pas un homme et aussi un frère, ou un frère aussi? Voilà le texte qui sera imprimé sur ce médaillon. Donc Wedgwood est un Quaker en fait, mais s'engage, il produit, il a une usine ou des usines de porcelaine, donc au départ on aura un médaillon en porcelaine, et puis ça va se transformer en médaille, en pièces. On va le retrouver aussi en camée pour les femmes. Ce sera une sorte d'objet extrêmement populaire pour ceux qui pourront l'acheter bien évidemment, mais pour montrer qu'on se rallie à la cause, ou alors s'y rallie-t-on, en tout cas on s'y rallie pour des raisons de mode parfois. Ces documents, l'achat notamment du bateau en coupe, puisqu'on peut l'acheter sous forme de reproduction, les médailles, tout cela permet en fait de collecter des fonds qui vont être réinvestis dans la publication de sermons et puis bien sûr dans davantage de production de médaillons qu'on va pouvoir envoyer dans les colonies et qu'on va envoyer également en France, comme je vais vous expliquer dans quelques minutes. Donc le débat commence en fait réellement en 1789. Une fois que les preuves ont été examinées de part et d'autre, c'est-à-dire que le lobby des marchands, le lobby des planteurs a présenté certaines vérités, leur vérité. Clarkson a présenté sa vérité, ou les preuves qu'il a donc de l'infamie du trafic. Donc on retrouve tout en haut la première présentation de Wilberforce. Wilberforce prend donc la parole, ce sera son rôle de valoriser
toutes les trouvailles de Clarkson, toutes les informations que Clarkson va rapporter de ces différents voyages, ce sera son travail de les passer, de les présenter aux membres du Parlement. Donc le 12 mai 89, on le retrouve donc devant la Chambre des communes dans un discours de 3h30 où il va tenter de déposer une motion et présenter ce qu'il appelle une activité injuste pour l'Africain et un commerce dégradant et immoral pour la nation. Donc voilà les deux branches ou les deux arguments, si vous voulez. Activité injuste et brutale et violente, en tout cas pour l'homme africain, et le commerce est dégradant et immoral pour la nation. Donc vous voyez bien, le discours porte beaucoup sur le poids de la nation. Beaucoup, oui. Son but est de convaincre j'ai mis 450 membres du Parlement, mais ils étaient à peu près 500, ils étaient à l'époque 558 membres du Parlement. Une petite poignée est convaincue par les arguments de Clarkson et de Wilberforce, l'autre poignée représente le lobby des marchands, donc il y a une espèce de ventre mou de membres du Parlement qui ne savent pas quoi penser, donc qui écoutent de façon bienveillante, on va dire, mais franchement, ce n'est pas leur problème. Mais voilà, il va falloir convaincre, en tout cas, ces 450 à 500 membres du Parlement qui sont sans opinion. Alors, ce qui va se passer entre 1789 et on va dire 1806, c'est bien régulièrement, Wilberforce viendra chaque année déposer une motion, proposer un débat, et il arrivera toujours quelque chose qui fera que le débat sera reporté. Ou si le vote, pour une fois, est accepté en 1791 par la Chambre des communes, miracle, eh bien la Chambre des lords refusera d'écouter ou refusera de discuter même cette motion. Donc globalement, Wilberforce va s'épuiser pendant toutes ces années, au point d'en tomber pratiquement malade, à présenter régulièrement la cause de la fin de la traite, la cause de l'esclave transporté de façon cruelle, et aussi le fait que la nation s'enfonce chaque année sous le poids du péché. Le problème de la Chambre des lords, bien évidemment, est que vous y trouvez l'Église anglicane, et l'Église anglicane, avec les lords qui représentent l'Église anglicane, est très impliquée dans les colonies. À la Jamaïque ou à la Barbade, l'Église anglicane a ses propres plantations, utilise ses propres esclaves. Donc pour eux, c'est de l'argent, bien évidemment, c'est une somme importante que ce qui est produit dans les colonies, qui va directement donc dans les coffres de l'Église anglicane. Et puis, vous avez également donc des grands propriétaires terriens qui généralement ont leurs fils ou leurs propres activités également investies donc dans ces colonies. Et vous avez le fils du roi, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est aussi membre de la Chambre des lords et qui lui-même a investi dans une compagnie de marchands et donc fait du trafic d'esclaves. Donc juste en dessous de Wilberforce, vous avez un exemple de pétition, vous voyez, The Humble Petition of the West Indian Planters to the People of England. Donc l'idée est que les marchands eux-mêmes pratiquent la pétition, tentent en tout cas de soulever la population aussi bien à Liverpool que Bristol, et va faire envoyer donc des pétitions régulièrement au Parlement pour représenter cette fois-ci les marchands et les planteurs qui sont liés à ces marchands. Alors ce qui va ralentir le débat, c'est bien évidemment la Révolution française et la Révolution à Saint-Domingue, liée bien évidemment à cette Révolution française. Et tout cela va marquer un ralentissement dans le débat au Parlement britannique, voire un refus de débat. Juste après le dépôt de motion de Wilberforce, qui sera à peine écouté, on lui dit très bien, on verra ça à la prochaine session en 1790. Pendant ce temps-là, Clarkson part à Paris pendant l'été et le début de l'automne. L'accès à Paris n'est pas évident, puisque bien évidemment beaucoup de Britanniques qui sont sur place sont considérés comme des espions, mais Clarkson néanmoins souhaite parler aux Amis des Noirs, à la suite des Amis des Noirs, pour leur montrer comment collectivement ils pourraient peut-être convaincre leurs assemblées respectives de mettre un terme à la traite. Et globalement, ce serait une démarche, on va dire, collective, un réveil des consciences européennes, qui convaincrait normalement assez rapidement les propriétaires et les marchands qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux, puisque les parlements s'associent pour mettre un terme à la traite. C'est assez naïf, mais néanmoins, Clarkson arrive à Paris avec son Brooks en couple. Il arrive à Paris aussi avec des tableaux qui ont été faits et qui représentent le trafic, donc le Middle Passage. Il explique aussi comment il s'y est pris, les diverses tournées, la manière dont il explique avec son African Box à des publics médusés la réalité du trafic d'esclaves.
Et donc, en fait, ces instruments, cette manière en fait, de faire va être reprise par les Amis des Noirs, dans cet apprentissage assez rapide de 2-3 mois passés auprès d'eux. Donc Clarkson assiste également, non pas au début de la Révolution, mais assiste au premier débat, en tout cas, à l'Assemblée, où on évoque la liberté des esclaves dans les colonies. Vous savez bien évidemment que ça ne se passe pas comme ça, et que les premiers créoles qui viennent des colonies, qui vont demander à être reconnus en tant que citoyens, ne le seront pas. Clarkson les écoute et va rapporter ces paroles-là en Grande-Bretagne. Il est assez choqué d'ailleurs de ce dichotomie entre le discours des révolutionnaires et le refus en fait même d'écouter la parole des créoles. Le débat reprend à Londres, mais bien évidemment, on sait que Clarkson et Wilberforce maintenant ont des accointances jacobines, on va dire. Donc on se doute quelque part que ces hommes-là sont liés à la cause révolutionnaire française. Il n'y a aucun lien particulièrement, mais le séjour de Clarkson à Paris suffit à faire croire qu'il est capable de fomenter ou de monter en tout cas une sorte de mini-révolution en faisant croire aux créoles et en faisant croire aux colonies, aux esclaves dans les colonies, eh bien que la liberté va leur être donnée par le Parlement britannique. Donc on imagine qu'ils sont en train de réveiller un peu les consciences également dans les colonies. Une deuxième tentative de débat, 92-93, interrompue par, cette fois-ci, la rébellion à Saint-Domingue, menée par Auger, avec une implication assez immédiate des Britanniques, en fait, à Saint-Domingue, puisque les Britanniques vont venir à la rescousse des planteurs français, des propriétaires français, qui refusent bien évidemment cette révolte des créoles, ce qui fait qu'on va avoir des troupes britanniques installées à Saint-Domingue du côté des loyalistes, ou des royalistes, on dit plutôt en français, excusez-moi. La conséquence, vous savez, de cette révolte d'abord des créoles, puis des esclaves, c'est la libération des esclaves à Saint-Domingue, cette fois-ci par un envoyé ou un émissaire de l'Assemblée française, qui libère les esclaves non pas pour des, enfin, on va dire si pour des raisons révolutionnaires, mais l'idée, bien évidemment, est de lâcher, on va dire, les forces libres, ou lâcher les forces, on va dire, des esclaves, pour mettre un terme donc à la résistance des planteurs royalistes et pour repousser aussi les Britanniques qui cherchent eux à récupérer Saint-Domingue. Donc bien évidemment tout cela a un impact sur le débat en Grande-Bretagne avec ces tensions dans les Antilles britanniques puisque Saint-Domingue bien sûr est au cœur d'une sorte de mini-révolution avec le discours sur la nécessité de révolte des esclaves qui pourrait en tout cas repousser les planteurs. C'est ce qui se passe à Saint-Vincent, c'est ce qui se passe à Grenade notamment. Les troupes britanniques sont donc extrêmement mobilisées et le principal accusé c'est Wilberforce. On l'accuse parce qu'à Londres il a remis à nouveau sa motion sur le tapis en 92-93. Il est l'incitateur principal de ces rébellions d'esclaves. C'est lui en gros qui cause pratiquement la rébellion à Saint-Domingue, il n'y a absolument aucun lien, mais voilà. Donc la Grande-Bretagne est en guerre contre la France et sera en guerre contre la France jusqu'en 1802, petite pause, puis reprendra par la suite, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas, ils sont en guerre dans les colonies, donc il est impensable, bien évidemment, d'arrêter la traite à ce moment-là, ou de passer n'importe quelle motion qui pourrait faire croire que la traite s'arrêtera et que peut-être un jour, eh bien, les esclaves seront débarrassés des planteurs. Alors, comment est-ce que s'harmonisent ou se mêlent ici les pétitions en fait et le collectif au sein des sociétés et des associations dans les provinces réveillées, dont les consciences ont été réveillées par Clarkson? Eh bien, c'est grâce surtout à cette population qui se mobilise que le débat va reprendre en 1793. Donc le rôle des pétitions qui vient des sociétés, des églises non conformistes, avec des signatures de noms relativement prestigieux, et puis une tentative de boycott des produits en provenance des Antilles. Donc une première image, vous avez ici une caricature de ce qu'on a appelé les anti-saccharides, qui étaient ceux qui décidaient de s'abstenir. Donc, en image centrale, vous avez bien évidemment ceux qui continuent à boire du thé avec du sucre et donc qui n'ont plus de dents ou des dents absolument cariées, à moitié édentées. Et puis, vous avez toutes ces femmes face à
on va dire, jouisseurs qui refusent, qui font abstinence et qui refuseront donc d'ouvrir la bouche et de boire quoi que ce soit, ou de manger quoi que ce soit qui ait été produit par des esclaves dans les Antilles. Alors ce boycott va durer, je crois compter 195 à peu près. Bon, selon Clarkson, c'est assez efficace, parce qu'il pense qu'environ 350 bateaux ne partiront pas. C'est l'équivalent de 350 bateaux donc de négriers qui n'ont plus rien à faire. Parce qu'il n'y a plus de sucre, plus personne n'achète le sucre. Bon, à vérifier. En tout cas, cela permet à nouveau de reprendre le débat donc, au Parlement, bien que les lords continuent à refuser de débattre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces lords, eh bien, vous avez les ladies de ces lords qui, elles, sont anti-Saccharites, alors que les lords eux-mêmes refusent, bien évidemment, pensent que leurs femmes ont juste perdu la tête. L'argument est toujours le même. À Saint-Domingue, les esclaves ont été libérés. On craint bien évidemment l'influence de Toussaint Louverture. Vous avez Toussaint ici en photo, donc ou en tableau plutôt juste en dessous. Lorsque Toussaint Louverture est rapatrié en France, lorsque Napoléon réimpose l'esclavage dans les colonies, on a une certaine... on respire mieux à Londres, on va dire. On se dit que finalement, les révoltes des esclaves ne sont pas aussi dramatiques que ça et que finalement, les colonies britanniques sont bien tenues. Mais malgré tout, on n'assouplit pas nécessairement la présence de la British Navy. Elle continue à être présente sur les côtes. De crainte, bien évidemment, que l'épisode suivant, c'est-à-dire l'indépendance d'Haïti en 1804, encore une fois, ne réveille les consciences des esclaves dans les colonies britanniques. Le problème est que Wilberforce rentre dans une correspondance ouverte avec Haïti et propose d'envoyer de l'argent collecté par les différentes sociétés dont on a parlé, l'argent personnel, même Wilberforce souhaite leur envoyer de l'argent à condition qu'ils acceptent l'arrivée de missionnaires britanniques. Donc Wilberforce, quelque part, relance à nouveau le débat, non pas de révolutionnaire cette fois-ci, mais il se mêle quand même d'une situation qui lui échappe un tout petit peu. Mais il espère que les bons Africains ou les bons esclaves d'Haïti, maintenant donc indépendants, comprendront que finalement la civilisation britannique a beaucoup à leur apporter. Bien évidemment, tout cela se sait. Wilberforce va perdre un petit peu de sa gloire justement entre 1804, 1805, 1806, puisqu'on sait qu'il est impliqué donc, dans cette correspondance avec Haïti. D'un autre côté, on retrouve toujours une opposition assez forte dans la Chambre des Lords, où on retrouve notamment le Duke of Clarence, qui sera le futur Guillaume IV, qui à partir de 1896 va prendre vraiment la tête du lobby des planteurs et des marchands dans la Chambre des Lords, et donc va pouvoir bloquer régulièrement l'avancée de ces motions. On passe son temps à faire du ping-pong, en tout cas, entre la Chambre des Lords et la Chambre des communes et vice-versa. Alors, comment ça va se débloquer cette situation? Bizarrement, par la mort de William Pitt, qui était pourtant un des plus convaincus, bien évidemment, par la fin de la traite, par une reprise du débat au Parlement, grâce à ce qu'on a appelé le Ministry of All the Talents. Donc, je vous explique ça un peu plus lentement. On a déjà en 1801 un acte d'union intéressant qui est voté et qui ne crée qu'un seul parlement entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Les Irlandais, eux, ne sont pas des commerçants, ne sont pas des marchands, et seront donc ce ventre mou, moins mou, sur lequel Wilberforce va pouvoir s'appuyer en fait pour mobiliser ou rallier en tout cas un lobby anti-mercantilisme. Donc il y a une défiance assez claire contre le mercantilisme anglais. On commence aussi à ne plus comprendre pourquoi les planteurs des colonies britanniques ont un statut privilégié. Leur sucre, si vous voulez, est pratiquement prioritaire sur le marché, alors que le même sucre est produit maintenant aux Indes, où on a un début de système de plantation qui s'installe, non pas avec des esclaves, mais avec des serfs, ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais vu de loin, il n'y a pas un trafic d'esclaves en tout cas. Ce sont des petits paysans indiens, dit-on, qui produisent le sucre. Donc forcément, la East India Company, qui est au cœur de ce commerce de sucre en provenance d'Inde, va trouver à redire en fait de cette espèce de protection qu'on propose, cet engagement de
de la marine britannique pour protéger le trafic de sucre ou le commerce de sucre entre les Antilles britanniques et Liverpool et Bristol. Le fait que Saint-Domingue finalement soit perdu pour les Français peut être aussi un argument, puisque finalement il n'y a plus cette compétition. Saint-Domingue était une des îles les plus importantes au niveau de la production du sucre, donc finalement les Britanniques n'ont plus besoin de redouter, on va dire, une compétition de la part des Français dans les Antilles. Et que finalement, avec toutes les colonies qu'ils ont pu conquérir au fur et à mesure, eh bien, finalement, la production de sucre est largement suffisante. Il n'est peut-être pas nécessaire de continuer à importer ou exporter plutôt des esclaves pour travailler dans ces colonies sucrières. Finalement, les planteurs, pense-t-on, peuvent se suffire de ce stock qu'ils ont développé. Donc, je vous ai mentionné aussi le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises en 1802. Donc, il n'y a plus cette crainte de rébellion. Il n'y a plus besoin d'amener à nouveau des esclaves qui viendraient d'Afrique sans connaissance particulière, parce que le danger serait peut-être de garder des esclaves trop longtemps, sans turnover, et qui petit à petit seraient convaincus qu'il faut se rebeller. Donc l'idée de maintenir le trafic était une des raisons, mais si finalement il n'y a plus de crainte de rébellion dans les colonies, alors on n'a pas besoin d'importer tout le temps du sang neuf et des nouveaux Africains. Et puis, donc on a ce ministère de coalition qui se crée en 1805, après la mort de William Pitt, qui rassemble des lords qui sont choisis en fait pour leur talent, bien évidemment, mais qui sont tous, depuis la première heure, eux convaincus qu'il faut mettre un terme à la traite. Et donc ce sont eux qui vont porter le débat, cette fois-ci devant la Chambre des Lords, en boycottant complètement le débat dans la Chambre des communes. Et ils vont quasiment imposer une réforme de la traite, qui est présentée, pour convaincre les lords, comme une sorte d'arrêt de nouveaux apports d'esclaves. Et qu'il va falloir maintenant aux planteurs protéger les esclaves qu'ils ont en leur possession, puisqu'il n'y en aura pas d'autres. Et finalement, Lord Granville, qui est le meneur de ce Ministry of All the Talents, est celui qui va imposer, en février 1807, la réforme, la fin de la traite, comme ça, alors que ça fait presque 15 ans qu'on se bat, ou que Wilberforce s'épuise en vain, en proposant, je cite, « Let's wipe away the stigma attached to its character in continuing this detestable traffic ». Là aussi, le discours est « Enlevons cette tache qui marque l'identité anglaise, enlevons tout ça, nettoyons-nous en fait de ce trafic détestable ». Donc c'est ainsi, on va dire, qu'en 1807, on met fin à la traite négrière en Grande-Bretagne. Vous avez vu que c'est une décision qui est politique, peut-être, qui est imposée comme ça. Elle est économique en partie. On se rend compte aussi que le coût pour protéger les bateaux négriers par la marine britannique est énorme et qu'il est temps d'arrêter justement ce trafic pour cela aussi, parce que les bateaux britanniques circulent au long des côtes africaines pour protéger les négriers. Bizarrement, les Américains ont mis fin à la traite également, les Américains qui sont maintenant une république, une grande nation, qui ont décidé quelques années auparavant qu'en 1808, la traite s'arrêterait également aux États-Unis, et donc on a une forme de compétition morale, tout ça est évoqué également dans le débat. Et puis au cœur du débat, on trouve cette idée de rédemption. Enfin, vont dire les observateurs, enfin, nous voilà lavés du poids du péché. La nation est sauvée. Et ensuite, l'abolition de l'esclavage, ce sera l'épisode suivant, celui qu'on verra au mois de janvier. Je suis un peu comme Alain Decaux raconte, au mois de janvier. Donc, qu'est-ce que disent Wilberforce, Clarkson? Pourquoi ne pas tout d'un coup repartir en se disant, bon, puisqu'on est sur notre lancée, arrêtons donc l'esclavage? Ça n'est pas au cœur du débat. Pour Wilberforce, forcément l'esclavage va s'arrêter, de lui-même, va s'atténuer, puisqu'il va falloir protéger les esclaves, il n'y en aura plus d'autres, il n'y a plus de sang neuf. Donc il va falloir protéger les familles qu'ils ont sur les plantations, il va falloir les traiter, arrêter de les battre, adoucir, on va dire, les mœurs dans les colonies. Ils en sont persuadés. Forcément, les planteurs, par la décision de l'arrêt de la traite, vont comprendre le discours évangélique également, et on va commencer à leur envoyer des missionnaires, baptistes, méthodistes, qui vont s'installer dans les colonies pour les esclaves,
pour leur apporter le discours religieux, mais aussi pour les planteurs qu'on espère convertir